Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur 2021. On va faire un recap un peu plus technique cette fois-ci. Je suis avec Vincent. Salut! Commençons avec les schémas d'aspect comme on fait d'habitude. COVID-19, nous sommes en plein milieu d'une crise Omicron. C'est juste terrible comme situation. S'il vous plaît, faites attention, minimum qu'on puisse s'en sortir vite. Au Québec, on est finalement retourné dans la grande noirceur avec couvre-feu et toutes les fermetures. Donc, clairement, on n'est pas dans un état très positif. Fait que si on peut, même collectivement, faire attention, peut-être nous sortir de là plus rapidement puis faire que nos jeunes, entre autres, puissent reprendre les sports, le sport et les activités, et ainsi de suite, que ce soit positif. Avril 2022, quand on est cette année, Québec numérique réorganise sa semaine numérique qui a lieu du 4 au 8 avril et parmi celles-ci, c'est que du 4 au 6 avril, nous sommes 3 jours cette année, donc ça va être super intéressant. On va être sur le point d'annoncer les conférenciers qui ont été sélectionnés. Ça va être super intéressant. C'est vraiment cher comme patente. Fait que, bref, commençons le cœur le cœur de l'épisode avec le recap 2021 dans lequel on va, Vincent et moi, discuter de tous les éléments. Cette fois-ci à distance, c'est un peu plus plate cette année parce que le confinement oblige, la grande noirceur comme mentionné précédemment, mais on va essayer de faire ça le plus dynamique qu'on peut malgré tout ça. Commençons avec un des premiers événements qui a commencé 2021 ou sans fond qui a terminé 2020 avec SolarWinds qui a connu une vulnérabilité importante dans laquelle un acteur étatique a probablement rentré dans leur infrastructure, a réussi à injecter un code malicieux dans la structure normale de leur fonctionnement. Donc, à ce moment-là, on s'est trouvé avec une situation très problématique. Et dans le fond, ce qui est arrivé en 2021, c'est toute l'espèce de ramification que ça a pu avoir. Justement, en pré-show, Vincent mentionnait le fait que le code source de Microsoft avait été accédé à cause de cette structure-là. Et il y a d'autres éléments comme ça qui s'en sont suivis, dans lesquels, dans le fond, c'est une réflexion majeure sur la chaîne d'approvisionnement. À quel point nous faisons confiance à ces fournisseurs-là pour nous fournir des logiciels de qualité? Écoute, tu l'as mentionné, mot-clé du code malicieux est injecté dans les fonctions normales, justement, la chaîne d'approvisionnement normale des différents services de SolarWinds. Ce qui fait que c'est encore plus complexe de faire une détection et puis de trouver la source puis la fenêtre de temps à laquelle aussi ça s'est produit. C'est sûr que probablement j'ai aucune idée s'ils ont finalement trouvé un coupable, mais SolarWinds, d'autant plus que c'est une compagnie spécialisée en technologie, en sécurité, cyber, info nuagique, etc., fournit plein d'outils fort intéressants pour les avoir déjà utilisé une suite gratuite de leur part. C'est malheureux parce que ça devient un impact qui est amplifié justement parce que c'est une équipe de sécurité. Mais tu l'as dit, mot-clé, ça s'est passé dans le cadre normal de leurs opérations, dans une chaîne d'approvisionnement qui était normale. Donc, c'est SolarWinds qui était ciblé. Si ça avait été une autre entité qui a les mêmes vocations, ça serait le même scénario. Ça serait le même scénario. Le même scénario se serait reproduit, tout simplement. Ouais, c'est pas SolarWinds qui doit être mis en fond dans ce cas-ci, c'est dans le fond la démonstration de la sophistication des attaquants dans lesquels ils sont capables de remonter ce genre de choses-là. Ça aurait pu être une autre compagnie qui se fasse avoir par ce genre de choses-là. SolarWinds a été ciblé par les malveillants, par le groupe étatique. Je crois que c'était la Russie qui avait été ciblée, justement, qui était présumée en arrière de tout ce montage-là, suivant la logique qui était autour de ça. Mais c'est très difficile à obtenir. Dans le fond, c'était pas SolarWinds la vraie cible, c'est les clients de SolarWinds qui étaient la vraie cible. Fait que n'importe quelle autre compagnie qui a des clients intéressants, donc toute compagnie qui a, dans le fond, des clients au gouvernement américain sont potentiellement des cibles de cette chaîne-là. Celle-ci a réussi à trouver une structure facile parce que SolarWinds, comme tu mentionnes, très bon outil, mais il y a des accès privilégiés sur beaucoup de systèmes parce qu'on installe un agent de surveillance sur beaucoup de systèmes. Il y en a d'autres. On peut penser à des antivirus qui ont des accès très élargis sur nos systèmes. Les EDR ont des accès très élargis sur nos systèmes. Fait que ce sont des cibles aussi potentielles à ce genre de problème-là. Et je ne crois pas qu'ils sont plus vertueux
qu'aurait pu l'être SolarWinds. On fait juste se rappeler que RSA s'est fait pincer il y a quelques années d'une faille qui était franchement très simple, somme toute, qui était du social engineering avec un chiffrier puis la personne des RH. Mais là, à ce moment-là, c'est se rendre compte à quel point on a structuré nos systèmes TI de façon déficiente. On en parle souvent. J'aime beaucoup le sujet du Zero Trust. Je sais que j'aime énormément parce que je m'en suis intéressé dès sa création en 2007 par Forrester. Mais parce que j'étais dans un contexte personnel qui me favorisait ce genre de choses-là. Mais celui demeure que après autant d'années, on a tellement peu d'intégration de cette approche-là. Et pourtant, ça sauverait tellement de problèmes de régler ça, là, de mettre ça en œuvre. Là. Écoute, je sais pas quoi dire. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Écoute. Il y a du. C'était. Tu l'as dit, là. C'est pas que c'était complexe. C'était hautement sophistiqué la façon, justement, dont le code a été injecté. Est-ce qu'il y a une taupe à l'interne? Est-ce qu'il y a eu toutes les hypothèses hollywoodiennes sont là. Mais j'aime bien ton approche de la taupe parce que, justement, j'ai réécouté cette semaine un autre podcast qui faisait une référence à ce genre de choses-là où on est plus proche d'un univers de Mr. Robot en termes de menaces de sécurité que d'un univers de James Bond avec des gadgets super ultra, puis le gadget par lui-même est suffisant. Dans Mr. Robot, entre autres, il s'agit juste de trouver un individu dans l'organisation qui a des choses à se reprocher, de mettre un peu de pression sur lui et ou de trouver une façon de mettre de la pression sur lui-même si on n'a pas quelque chose à reprocher. L'exemple type, c'était genre d'amener un individu, le saouler bien comme il faut, prendre des photos compromettantes, même si l'individu n'a pas agi de façon compromettante, on s'entend, mettre une situation dans laquelle qui est stagée, dans laquelle l'individu est inconscient, essentiellement, ou est drogué, ou est complètement sous, de l'amener dans cette situation-là, prendre des photos, le faire chanter à partir de là, et de planter une clé USB malicieuse dans le poste de son patron, par exemple. Fait que cela étant dit, c'est beaucoup plus dans l'univers du probable à l'heure actuelle, ce genre d'univers-là, un peu glauque à la Mr. Robot, que de l'attaque ultra sophistiquée comme on pourrait prétendre au niveau de SolarWinds. Puis j'aime bien ton hypothèse qu'il y a peut-être un individu quelque part dans la chaîne qui avait peut-être quelque chose à se reprocher ou peut-être qu'on l'a amené à se reprocher quelque chose de façon stagée pour justement amener justement jusqu'à l'action qui a été faite jusqu'au bout à ce moment-là. Mais c'est hyper glauque, là. Mais c'est l'univers dans lequel on est. Écoute, c'est comme je dis, toutes les hypothèses... je pense que toutes les hypothèses sont bonnes. En fait, toutes les hypothèses sont bonnes, sont ni bonnes ni mauvaises, là. Mais il faut envisager toutes les possibilités, là. Dans ce cas-ci, je connais pas le degré hermétique, justement, des opérateurs chez SolarWinds. Quand je dis opérateurs, là, je veux que les gens comprennent bien, là. C'est vraiment les gens qui opèrent la prestation de service. Ça gère les consoles de configuration, les consoles de gestion. Pour moi, c'est ça un opérateur, là. Autrement dit, c'est une équipe qui est pas membre ou utilisatrice. C'est une équipe qui est là pour justement être le pilote dans l'avion. Être le pilote dans l'avion pour répondre aux besoins, répondre aux demandes. S'assurer au bon fonctionnement de tout ce qui fait qu'on est dans un univers qui fonctionne bien, c'est à cause d'eux autres, là. Fait que est-ce que c'est quelqu'un... Fait que je sais pas comment c'est hermétique. Je sais pas à quel point ils permettent du travail à distance. Est-ce que le travail à distance passe par l'info nuagique? Je sais pas, moi, d'un autre fournisseur. Est-ce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses ici, là, qui deviennent fort intéressantes? Moi, je ne travaille pas chez SolarWinds, fait que je ne peux même pas me prononcer. Parce que, comme j'ai dit, je ne connais pas le degré hermétique, justement, de l'accès au CCC, au centre de commande et contrôle, justement, de chez SolarWinds. Fait que c'est peut-être ça qui est un des vecteurs de faiblesse. Pour reprendre un peu ce que tu as mentionné dans un autre épisode, c'est justement, comme tu es dans un univers très réglementé, cette séparation-là, elle est obligée et vous êtes obligé de vous y conformer pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que SolarWinds n'est pas
habité par ce genre de séparation-là dans lequel toi, tu es habitué comme professionnel de vivre et qui t'est normal. Puis moi aussi, c'est normal de comprendre que je n'ai aucun accès à l'information et c'est normal, même en tant qu'opérateur, que j'ai accès à aucune information. Puis je suis même plus heureux d'avoir accès à aucune information parce que justement, si on prend l'hypothèse qu'il y a quelqu'un chez SolarWinds qui s'est fait avoir, soit comme ça, qui s'est fait piéger et a dû mettre une clé USB forcée ou peu importe. Dans mon cas, moi, on peut pas faire ça parce que j'ai pas d'accès. C'est merveilleux parce que je deviens pas une cible. J'aime ça ne pas être une cible. Et j'aime bien voir Vincent rire. Ouais, vous l'entendez pas. Je me suis mis sur mute. Non, t'as raison, effectivement. Ben écoute, on vient de la même école, Nico, là, tu sais, façon de parler, de façon, je dirais je dirais pas naturelle, mais on a compris les contextes dans lesquels on a été exposé, puis l'idée justement d'accéder aux données, on s'est posé la question, j'en ai-tu besoin pour un, travailler, puis deux, pour être heureux? La réponse est non, là. Moi, je suis là, je suis aux commandes de l'avion. C'est moi qui chauffe. Quand il manque de gaz, je vais mettre du gaz. C'est la seule trappe importante à laquelle j'ai accès, c'est la trappe à gaz, tout simplement, là. Puis deux, c'est je m'assure que ma clientèle est en mesure de travailler, que ma clientèle est heureuse. Tu sais, c'est ça qui fait mon bonheur. Je veux pas savoir qu'est-ce qui collecte, qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui communique, qu'est-ce qui supprime. Je veux m'assurer qu'ils sont heureux. Puis accéder aux données, il y a eu des nécessités, bien entendu, pour tester puis s'assurer du bon fonctionnement. Mais pour le reste, j'ai pas d'intérêt. Puis, mais bon. Mais même au-delà d'intérêt, tu sais, ça, moi, j'aborde de toute façon, en général, en PRP, j'aborde les situations, protection des renseignements personnels, pour ceux qui connaissent pas l'acronyme. J'aborde les affaires comme étant radioactifs. L'information personnelle, c'est radioactif. Je n'y touche pas d'aucune façon. Et c'est incluant les données d'affaires. Je n'y touche pas pour aucune raison parce que ça aussi, c'est radioactif. Tu y touches, tu te contamines. Puis c'est très dangereux de manipuler ce genre de choses-là. Puis je laisse ça à des gens qui sont beaucoup plus habités, aux pilotes qui sont spécialisés dans ce genre de domaine-là, de toucher à la donnée d'affaires. Moi, je vais toucher de mes racines plus techno, je vais toucher à l'infrastructure qui donne la prestation, mais je ne touche pas à la donnée. Elle n'est pas à moi. J'ai aucune affaire à toucher à ça, d'aucune façon. Bon, bref. Je pense qu'on a assez bousculé ce sujet. J'espère que vous en avez tiré des choses intéressantes parce que si vous avez des administrateurs système qui accèdent à vos données de production, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, une sérieuse réflexion à avoir dans laquelle d'avoir une saine séparation des données, justement pour que ces gens-là puissent accéder à cette information, pas parce que c'est des gens qui sont pas bons, mais parce que c'est toxiques pour eux autres, ils deviennent facilement manipulables et s'ils ont moindrement des problèmes financiers, ils sont facilement achetables. Donc, on est dans un contexte où ces gens-là deviennent des points faibles de l'organisation contre leur gré. Et c'est assez intéressant, mais assez d'aller vers là. Sujet suivant. Ce qui a encore populé les nouvelles, les rançongiciels. Ransomware all the way. On est dans un univers tout à fait exécrable parce que en 2021, on en a eu plusieurs. On a eu plusieurs cas au Québec, on a plusieurs cas au Canada et on a eu plusieurs cas mondiaux qui ont touché ce genre de choses-là, dans lesquels les rançongiciels ont affecté les systèmes. Et ça, c'est les cas déclarés, parce qu'il y a probablement beaucoup de cas qui n'ont pas été déclarés. Puis là, en ce mois-ci, je fais un mea culpa, j'ai pas tellement suivi l'actualité européenne, donc je ne sais pas à quel point ou à quel niveau ça allait toucher le niveau européen. Cela, ça va sûrement pas épargné par rapport à ce genre de choses-là. Je pensais le dire plus tard dans l'épisode, mais je vais le dire maintenant, je manque d'un collaborateur européen pour la nouvelle, dans lequel il ne va pas nous donner une actualité qui est plus proche de là-bas. Moi, je suis collé sur ma réalité nord-américaine, donc je suis beaucoup influencé par ce genre de choses-là. Bref, cette année, on a eu en tout cas, dans nos nouvelles, on a noté 3 nouvelles majeures qui sont Colonial Pipeline, qui ont eu énormément discuté. Puis, à mon sens, moi, c'est un cas qui devrait
devraient être gênés parce que l'argent qu'ils génèrent dans ce genre d'entreprise-là et ne pas plus faire attention à leurs choses, pour moi, je trouve ça gênant. On a eu un cas de Terre-Neuve que son système de santé a été pris en otage. Ça, c'est un peu plus dramatique comme situation, puis beaucoup plus grave, comme quoi la démonstration que les malveillants ont aucun éthique, mais vraiment aucun éthique. Mais en même temps, à quel point on sous-finance, du moins au Canada, toute la sécurité dans l'univers de la santé. On l'a vu aux États-Unis aussi, puis même si les autres ont supposément énormément plus d'argent, il y a eu plusieurs cas qu'on ne nommera pas ici parce que c'est pas peut-être pas notre sujet d'intérêt, mais il y a plusieurs hôpitaux et plusieurs cliniques aux États-Unis qui ont été touchés aussi. Donc, ils sont pas plus exclus parce qu'ils ont plus d'argent. Donc, le sous-financement de l'aspect de la sécurité en santé est peut-être plus problématique et plus systémique à ce moment-là, c'est à voir. Et l'autre qui est un peu plus triste parce que ça nous touche plus directement localement à Québec, autant pour Vincent puis moi, c'est Promutuel et la Capitale ont été malheureusement affectés eux autres aussi par ce genre de choses-là. Donc, comment ils ont touché à cet univers-là et comment ils ont réussi à s'en sortir aussi est très important et à quel point tout ça regarde. Je ne sais pas si le HIPAA adresse les aspects, justement, de sécurité. Mais écoute. L'HIPAA adresse à la PRP, la protection du dossier médical. Fait que c'est un volet, mais un rançongiciel n'est pas nécessairement un accès, c'est un non-accès aux données. Non, tu as raison. Mais toutefois, ça pourrait être éventuellement une tu sais, je me mets à la place d'un juge. On parle d'un rançongiciel. On parle de données hautement confidentielles. La réglementation n'est pas pour la protection, tu sais, faire la démonstration qu'on a mis tout en œuvre pour bien protéger. Ben, en tout cas, je ne veux pas m'embourber dans des aspects politico-légaux ici, mais je vais citer un très vieux film, puis que je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, ça s'appelle ce qu'on appelait Un pépinologue. C'est que c'était un film qui parlait justement des accidents automobiles ou dans le fond, les défauts dans les automobiles qui étaient laissés là consciemment par les constructeurs automobiles, justement, c'était moins cher résoudre en cours un cas que de faire le rappel des réparations qui étaient nécessaires. Bon, ça, c'est un film qui démontre. C'est Fight Club. Non, c'est pas Fight Club. Non, c'est avant Fight Club. C'est un plus vieux film que Fight Club. Fight Club adresse ce genre de choses-là, mais il y a eu un autre film avant ça qui parlait spécifiquement de ces éléments-là, qui est encore plus drôle. Puis là, on voit vraiment des éléments de procès, puis le film tourne autour de ça. Fight Club, ça tourne pas autour de ça. On se donne des claques sur la gueule, puis c'est drôle. Mais non, mais le gars, il fait ce genre de travail-là, mais le film que je fais référence est plus vieux. Et justement, le fait qu'il y ait des calculs financiers sur ces entreprises-là. Donc, essentiellement, pour répondre à ce que tu dis, c'est que les institutions de santé calculent le coût de réparer la faille de sécurité et calculent le coût de la poursuite. Et si la poursuite est moins chère, ils vont laisser fuiter l'information volontairement parce que ça coûte moins cher. C'est assez troublant comme réflexion, là. Oui. Écoute, ça n'a même plus sa place comme réflexion dans nos années. On fait des lois. Autrement dit, on punirait tout le monde, mais le service de santé aurait une forme d'allègement. Tu sais, moi, c'est comme ça que je vois ça. Somme toute, je pense que ça mériterait. Le système de santé mériterait justement une meilleure protection, de meilleures capacités pour justement se protéger contre en fait, avoir plus de ressources, les ressources adéquates, disons-le comme ça, pour justement être en mesure de faire face à ça et faire la démonstration qui sont en mesure de tout mettre en œuvre. Laisse-moi faire le fiscaliste qui gère la poursuite. Hey, c'est archaïque. Ben, quand tu as des avocats, mais ça, dans un système américain, quand tu as des avocats qui gèrent l'ensemble du système, c'est ça que ça fait. Fait que là, on a un système aux États-Unis qui est brisé, mais là, de toute façon, le système médical américain est brisé dans son ensemble pour beaucoup de raisons. Ça en est un parmi d'autres, mais il y a tellement d'argent qui est injecté là-dedans dans le système de santé. Ils sont si mauvais en cybersécurité. C'est comme Colonial Pipeline. C'est étonnant à quel point ils sont mauvais avec la quantité d'argent qu'ils disposent
pour être meilleurs. Et c'est pas, on peut pas plaider le fait qu'il manque d'argent, là. Ils en ont de l'argent, mais ils en ont vraiment beaucoup. Si on est dans un système comme canadien ou européen où c'est l'argent public qui finance la santé, et là, on peut dire, oui, ben là, c'est l'argent public, ils sont sous-financés. Il y a une certaine forme de justification qu'on peut faire, mais dans le système américain, il n'y a aucune justification. C'est juste impossible. Ils préfèrent payer des avocats que de régler les problèmes de cyber. Eh bien, écoute, c'est un monde différent, mais qu'est-ce que je te dis? Si tu veux mon avis, si tu veux mon humble avis, si pour une entité privée qui est soumise, une entité publique qui est soumise à le 5209 ou le Sarbanes-Oxley, là, puis là, au sein du même État, là, aux États-Unis, qui est soumis à une réglementation de la mort, mais que le système de santé, qui possède également quelque chose de sensible, soit pas soumis et que la donnée, c'est ça qui est clair, c'est que la donnée médicale, pas juste les bandits qui peuvent profiter monétairement de ça, les compagnies d'assurance, tabarnak, peuvent justement bénéficier d'une telle information. Là, c'est un gros délit d'initié, là. Mais bon, bref. Puis Promutuel, la capitale, l'unique, vous vous souvenez, fin 2020, par le biais de sa compagnie, l'unique, compagnie d'assurance de dommages. L'unique a été paralysée. Donc, la capitale, maintenant Beneva, a décidé justement de fermer les couteaux pour s'assurer de contenir puis de rétablir la prestation de service. Et puis, souvenez-vous, là, fin 2020, début 2021, Promutuel, hey, méchante histoire, ça a duré des mois je pense que ça a duré 3 mois où les gens devaient justement avaient uniquement des nouvelles lignes téléphoniques pour l'achat de produits, modification de produits, puis obtenir les prestations de dommages, le cas échéant. Ça a vraiment blessé énormément Promutuel, là, pendant des mois, pas de système informatique, là, avec des gens qui travaillaient d'arrache-pied, puis ouf. Ben, c'est là qu'on voit l'importance de nos systèmes TI, puis d'où l'importance de mettre beaucoup d'énergie à les protéger de façon mieux parce que on en dépend beaucoup. En même temps, chapeau à Promutuel malgré tout parce que leur prestation d'affaires a continué à fonctionner pendant cette période-là. Puis c'est un cas où ils ont décidé volontairement et puis c'est une décision d'affaires qui a dû leur faire très mal, de prendre le temps de remonter correctement leur système pour s'assurer que tout était propre avant de remettre en ligne, au lieu de précipiter une remise en ligne qui était prématurée, qui aurait pu causer probablement plus de dommages à long terme. Fait que c'est un point de vue affaires. Je trouve ça excessivement courageux de leur part d'avoir fait ce chemin-là qui, comme tu dis, a fait énormément de dommages au niveau de leur image publique, mais qui doit même demeurer. Puis je connais des gens dans mon entourage qui sont clients de Promutuel. Pour eux, ça ne les a pas influencés négativement face à la compagnie. C'est heureux. J'imagine qu'il y a eu une communication qu'ils ont dû faire avec eux autres. Mais dans l'ensemble, la communication publique au niveau de Promutuel était peut-être un peu déficiente par rapport à l'ampleur du problème dans lequel ils ont vécu. Ce qui aurait peut-être eu intérêt justement à peut-être mieux communiquer de façon large, ou j'espère, parce que moi, je suis pas client de Promutuel, qu'ils aient communiqué avec leur clientèle et que justement, ils aient réussi à rétablir ou en tout cas rassurer leur clientèle que la situation n'était pas si pire que ça, que tout était quand même demeuré à un certain degré de contrôle. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est bien parce que tu étais super pas concentré pendant que j'en parlais. Non, j'ai eu une petite intervention ici. Ma blonde a eu un appel. Fallait juste j'écoute à 2 places en même temps, mais c'est correct. C'est très correct. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait mentionner sur les rançons logiciels. Pour ce qui est 2022, ben on va en avoir autant si c'est pas plus des rançons logiciels. Fait que si 2021 n'a pas été un avertissement, vous autres prenez l'avertissement parce que ils sont encore là, sont encore très présents. On l'a vu avec les derniers éléments. C'est des groupes organisés, c'est des groupes de cybercriminels. Ils vont continuer à vouloir vous voler votre information, voler votre argent. Dans tous les cas, ils veulent vous voler. Fait que soyez très prudents puis mettez les mesures en place pour 2022.
Fait très cocasse. Exchange a connu. Là, au moment où on enregistre, parce que là, on enregistre début 2022, a connu 2 problèmes majeurs dans la derniers 365 jours, au moment où on enregistre. Le premier étant une vulnérabilité assez importante mi-2021 dans laquelle a garoché à terre beaucoup de systèmes, des accès. On était capable d'accéder au système. On a enregistré un épisode, le fait que le FBI aux États-Unis a rentré sur des systèmes pour justement les corriger parce que l'affaire était majeure. Puis c'était vraiment majeur parce qu'on avait accès à des systèmes. C'est aussi la démonstration à quel point il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des exchanges sur site qui sont mal entretenus. C'est un peu un plaidoyer face migrer vers l'info nuagique, migrer vers Office 365, justement parce que la gestion de l'infrastructure est prise en charge par un tiers. Donc, on parle de 365, mais peu importe le système de courriel que vous utilisez, si vous n'êtes pas capable de mettre le temps pour le mettre à jour, puis peu importe, ultimement, n'importe quel système que vous n'êtes pas capable de mettre à jour vous-même, de corriger vous-même, soignez ça chez un fournisseur, envoyez ça ailleurs. Ne le faites pas vous-même. Envoyez ça chez quelqu'un. Quelqu'un qui va être capable de le faire pour vous. Oui, puis prenez un service géré. Prenez un service géré, le mode service géré, parce que le mode service géré, le fournisseur, autrement dit, vous allez exploiter uniquement le service fourni chez le fournisseur. Exchange, par exemple. Vous n'aurez pas à vous soucier du moteur Exchange puis du serveur sur lequel il roule. Le fournisseur va le mettre à jour pour vous autres. Des fois, à votre insu, ou il va vous faire un petit clin d'œil le vendredi 16h en disant « Pas de courriel en fin de semaine. Lundi matin, vous allez être à la nouvelle version. Vous toucherez à rien, ça va être inclus dans votre contrat. » Il y a des services prévus pour ça. Écoutez, Exchange, c'est pas un système que j'appelle transactionnel, c'est un système qu'on appelle administratif. Donc c'est pas vrai qu'une mise à jour va scraper une fonctionnalité. Mais que des systèmes transactionnels utilisent, c'est ça le problème. Les systèmes d'affaires dépendent d'un système de courriel. On parle d'Exchange, mais il y en a d'autres aussi là. Mais ils dépendent de ce genre de choses. À quel point on s'appuie sur des systèmes non fiables pour faire du business, c'est juste terrible. Pour moi, on devrait pas. Non, écoute, c'est vrai, tu as raison. Il y a des systèmes par notification ou notification requérant réponse où vous allez devoir configurer votre système transactionnel sur votre adresse Exchange, bon patati patata. C'est vrai qu'une mise à jour, il s'agirait qu'une petite fonctionnalité bien banale ou une librairie bien banale viennent justement interrompre ce service-là. Nicolas a raison. Vous avez des systèmes administratifs, vous avez des systèmes transactionnels. Un système administratif, là, pour faire de mise à jour, là, c'est comme si tu tirais dans le pied avec le pied dans la bouche. Ça n'a aucun impact sur ses fonctionnalités. Point barre. OK? Lui, il l'a fait. Moi, je l'ai fait. Ça suffit, là. Hein? On met ça à jour. Fin. Le système transactionnel, c'est un autre grappe de produits. Faites attention avec les interactions avec les systèmes administratifs. Un système transactionnel devrait être purement transactionnel et interagir avec des systèmes transactionnels. Point barre. Ça s'arrête. Puis, 2, si vous utilisez un système de notification par courriel, assurez-vous que votre système transactionnel possède une fonctionnalité d'envoi par courriel. Puis qu'il y a son système d'envoi par courriel. Point barre. Puis là, il va vous tirer ça dans Exchange, ça finit là. Il ne fera pas appel à Exchange pour ramener ça dans Exchange. Tu sais, c'est... Oui, mais un système de courriel, c'est tellement pas fiable, un système de courriel, que je comprends pas pourquoi les gens reposent là-dessus sur la fiabilité. Le système postal est plus fiable qu'un système de courriel. Fait que là, je dis, à un moment donné, il faut voir qu'on arrête ce degré de dépendance-là. Mais en même temps, si tu dis, puis là, on va parler de PCA, parce qu'on a déjà parlé des épisodes. Les gens d'affaires se disent, oui, le système les systèmes importants, tout ça. Le système de courriel, il est vraiment, mais vraiment important dans l'entreprise. Puis les gens ne veulent pas mettre l'argent qui est nécessaire sur le degré d'importance que ce système-là, justement, on a mentionné. Tu as des alertes, un paquet d'affaires qui passent par ce système-là, dans lequel on ne veut pas mettre l'argent qui est dans ce genre de choses-là. Puis dans certains préoccupations, puis je l'ai fait aussi. J'ai mon système de courriel j'avais mon système de courriel.
Parce que pour le vivre jusqu'au bout de mes convictions, j'avais mon système de courriel dans mon infrastructure à moi que je possédais, dans mes locaux, dans mes affaires, parce que j'étais à mon compte. Cela étant dit, à un moment donné, je me suis tanné d'avoir à entretenir ça, mettre mes patchs, mettre mes... j'ai pas de temps à mettre là-dedans. Là. J'ai du temps à produire du contenu, à produire ce que j'ai à faire dans mon créneau. Mon créneau, c'est pas entretenir mon serveur de courriel à la maison. Fait que j'ai fait comme, j'ai envoyé ça ailleurs. Moi, j'ai choisi des choix, puis là, je vais déclarer mes choix. J'étais allé chez Proton parce que j'ai des convictions et ça va avec mes convictions. Mais cela étant, peu importe ce que vous choisissez, soignez ça ailleurs. C'est pas votre core business. Faites-le juste pas. Écoute, moi, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, c'est bon. Fait que, bref, si vous avez Exchange, puis d'ailleurs, l'autre chose qui est très drôle, c'est quand que l'année a changé, il y a une erreur de programmation dans Exchange qui utilisait une valeur, un integer signé pour la date, et ce integer signé-là a été overflow avec le changement d'année. Cela étant, c'est que maintenant, tous les exchanges au 1er janvier 2022 ont arrêté de fonctionner. S'il vous plaît, garochez ce produit-là au bout de vos bras, soignez ça dans les mains de quelqu'un d'autre, ne gérez plus ça, c'est juste un paquet de problèmes. Et sans ça, là, on parle même pas des problèmes de phishing, les problèmes de spam, les problèmes de virus qui circulent par courriel. Soignez ça ailleurs, au bout de vos bras. Donc, on va terminer sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'émotions, je pense, avec ce sujet-là. Soignez ça loin. Problème de configuration. Problème de configuration a été un élément majeur et à certains égards, moi, je trouvais comique de mon passé en tant qu'exploitant d'infrastructure. On a connu genre Facebook, AWS et OVH, puis ça, je vais nommer les plus gros qui ont passé la nouvelle en 2021, qui ont connu chacun des problèmes d'infrastructure, d'exploitation. Facebook, je sais pas, ils ont chié leur configuration BGP. Fait que toute leur table de routage ont vraiment littéralement tombé à terre. Et comme l'ensemble de leur infrastructure était basée sur leur réseau, sur leurs affaires, même les cartes d'accès ne marchaient plus pour accéder au data center pour aller régler le problème. C'est vraiment mourant. Ça, c'est le genre de choses que tu ne fais jamais. Tu fais jamais un changement qui peut briser ce genre de choses-là. Je l'ai fait. Tu dis, on le fait jamais. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans un temps où c'était pas grave et que j'étais assis à 3 pas du data center. Fait que si je chiais une config, je vais, j'étais fâché, je me levais, je prenais ma carte d'accès, je rentrais dans le data center, je réglais mon problème. En une demi-heure, c'était fini. Facebook l'a vécu pendant un bout. L'autre chose qui était drôle, c'est OVH. OVH, ils ont fait un copier-coller. Puis ça, on en a parlé sur le podcast. Ça, c'est le genre de choses que tu ne fais jamais. En tout cas, tu ne fais jamais. Que je ne fais jamais parce que je me suis déjà brûlé dans des choses, dans des circonstances moins graves que OVH. Tu ne fais pas de copier-coller parce que les accents échis, les espaces, c'est des choses qu'on voit pas. Il y a tellement de choses qui brisaient des changements de ligne. Bref, c'est dégueulasse, ce genre de choses-là. Tu ne fais pas ce genre de choses-là au risque de justement te brûler comme OVH. C'est brûlé dans ce cas-ci. Et AWS, qui est le 3e élément majeur, j'ai pas le détail des problèmes qu'ils ont connus. Il semblerait que c'est des problèmes config. Il y a des problèmes. C'est majeur dans le cas de AWS parce que une panoplie de systèmes sont tombés parce que AWS, ces data centers sont devenus inaccessibles. C'est à quel point on dépend de ce genre de choses-là. Fait que c'est une leçon. Puis comme on a pu un peu voir avec OVH aussi, quand son data center a brûlé, on peut pas avoir nos données que dans un seul data center d'un fournisseur infonuagique. Et c'est même mieux d'avoir nos data dans 2 fournisseurs infonuagiques distincts. Dans quel cas, si un vient en panne, comme on a vu avec AWS, notre système continue à fonctionner malgré tout. Puis c'est là où l'important de voir notre conception. Puis là, j'ai l'impression que bien des gens pensent que c'est de l'info magique. Et non, c'est juste de l'info nuagique. Donc, c'est juste du nuage. C'est pas magique. Fait qu'il faut pas soustraire nos réflexions d'organisation par rapport à ce genre de choses-là. Et à quel point aussi
Ces 3 événements-là ont démontré que des organisations qui prennent beaucoup plus d'argent que la plupart des organisations dans lesquelles moi j'ai eu à travailler ont pas été capables de gérer des choses qui sont quand même fondamentalement élémentaires. Et je pense à balle. Je me demande si toi, t'as pas de système de télédiffusion chez toi. Moi, j'ai Elix de Vidéotron. Pour rappeler le confinement, en fin de semaine, de 10h, de 22h à 7h le matin. C'est 5h ou 7h? 5h, c'est de 10 à 5, 22 à 5. Ben, écoutez, ils ont utilisé, le gouvernement a utilisé le système national d'alerte. Donc, téléphone, télé, peu importe. Et puis, étrangement, Elix, en fait, Vidéotron, point barre, pouf, tous les services ont arrêté suite à la diffusion de l'alerte. Ça serait-tu un problème de config? Je le sais pas, mais c'est extrêmement étrange que tout ça a arrêté. Écoute, il a fallu que je redémarre. Moi, j'ai un firewall, un access point, puis la borne, parce que je fais peu confiance à la borne. C'est pour ça que je mets un firewall. J'ai mis un firewall direct dans le cul pour être certain. Écoute, j'ai tout redémarré. Le temps que l'Internet revienne, ça a été pénible. Redémarrer la borne, on m'a suggéré 12 minutes. Fait que j'avais un compte à rebours de 12 minutes. Comment, là? C'est un petit Linux qu'il y a là-dedans. Là. 12 minutes, là, c'est long, c'est là. Écoute, un démarrage, ça marche pas. 2 démarrages, ça marche pas. Suggestion de Vidéotron. Prendre la télécommande. C'est une télécommande parlante sur Elix maintenant. C'est qu'au lieu de sélectionner la chaîne, une fois que la borne est redémarrée, c'est de dire la chaîne. C'était la solution de contournement. Savez-vous quoi? Ça marchait pas. Fait que, mais l'Internet fonctionnait. Fait que, on est allé sur Netflix, puis on a passé la soirée sur Netflix, c'était réglé. C'était-tu un problème de config? Je ne sais pas, mais c'est un problème grandement énorme. À mon avis, c'est probablement un problème de config, là, mais si on est dans des environnements, puis c'est ça qui dans le fond, comme 2021 nous rappelle, c'est à quel point nos infrastructures sur lesquelles on s'appuie, parce que c'est de plus en plus important, ces infrastructures, soit infonuagiques, mais Vidéotron, à certains égards, je le vois comme un fournisseur infonuagique parce que il fournit dans l'ensemble du Québec. Donc, tous ces clients au Québec bénéficient de ces services. Fait que pour moi, c'est le même genre de transfert de responsabilité vers une corporation. Fait que ça a raté, a eu un impact majeur, comme Facebook. OK, Facebook, c'est plusieurs milliards de gens qui ont été touchés, mais il demeure que c'est quand même des impacts qui sont importants. C'est des infrastructures, c'est comme nos routes. Fait que maintenant, l'Internet et tous les services associés à Internet sont comme nos routes, sont comme notre système d'aqueduc, sont comme tous ces éléments-là qui sont rendus fondamentaux dans notre société. C'est-à-dire, à la quantité de gens qui ont des thermostats intelligents, des éléments, ce qu'on appelle intelligents, en tout cas, bref, pensons sur le fait que c'est pas vraiment intelligent, mais c'est intelligent. Maudit qu'en français, on traduit mal les affaires, là. Smart et intelligent, c'est 2 choses. Mais bref, ces appareils-là, ces IoT qu'on a dans nos maisons, qui sont dépendants de l'info nuagique, il s'agit que ça tombe. Puis dans le cas de la AWS, c'est Ring, je pense, qui était les sonnettes intelligentes, les caméras dans les maisons, ces éléments-là ont été touchés. Et si ces gens-là en dépendent vraiment pour leur vie, c'est troublant à quel point on dépend de choses qui sont pas fiables. À quel point on ne peut pas s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme un peu, dans le fond, on va regarder les réseaux d'aqueduc à Montréal. Il y a 50% de l'eau qui est produite à Montréal qui est juste perdu parce que le système d'aqueduc à Montréal il est trop désuet parce qu'on n'a jamais voulu mettre l'argent. Si socialement, on est dans cet état-là, puis on parle au Québec, mais aux États-Unis sous CIPE, c'est partout comme ça dans le monde. Nos infrastructures, on n'aime pas ça les entretenir. On n'aime vraiment pas ça. C'est pas le fun, c'est pas sexy. Mais j'ai un exemple plus contemporain pour toi. Souviens-toi des compagnies de système d'alarme. Ils ont boudé pendant longtemps l'installation d'une ligne cellulaire dans les boîtiers de contrôle dans les maisons. Pourquoi? Parce que les lignes dures, en plus de leur fiabilité, étant donné leur degré de sensibilité d'importance canadienne, ils étaient obligés de fournir du courant électrique. Il y a toujours un petit 0.5 volts en passant qui est dans votre ligne dure de Bell, parce qu'en cas de panne de courant,
l'infrastructure de Bell vous fournit du courant pour que la ligne demeure ouverte. C'est pour ça que les compagnies qui fournissent des systèmes d'alarme avec un centre de surveillance ont maintenu la ligne dure pendant longtemps et ont boudé le cellulaire. Parce que la ligne dure, il y avait une réglementation nationale qui forçait à maintenir le courant. Question, puis oui, parce que de toute façon, quand tu switches à la fibre, tu es obligé d'avoir un UPS, justement pour te maintenir ce courant-là, qui maintient cette espèce de logique-là que tu avais sur le fait que maintenant, c'est plus Bell qui te pousse du courant parce qu'il te pose la lumière, mais tu as une pile chez vous qui minimalement t'assure que tu as toujours une capacité de communication et qui pousse justement le voltage que tu mentionnes dans tes lignes dans ta ligne résidentielle. Est-ce que cette réglementation aurait été étendue au cellulaire depuis ou? Non, moi j'ai l'impression que l'utilisation des cellulaires est devenue tellement populaire que il y avait une pression. Il y avait une pression qui était tellement forte. Le problème avec le cellulaire, c'est que c'est l'équivalent d'avoir un téléphone cellulaire connecté en permanence sur du courant électrique. Fait que du moment que le courant tombe, le cellulaire tombe sur la batterie, mais un cellulaire branché en fait en permanence, on va gruger la batterie beaucoup plus rapidement qu'un cellulaire où on va vraiment exploiter la batterie. Mais en fait, c'est litigeux parce que la technologie... Parce que les lignes il y a deux choses là-dedans. C'est parce que de toute façon, OK, les centrales d'un système d'alarme se fient sur le courant électrique. Mais par contre, c'est d'autant plus facile couper le courant en arrachant le fil dehors de ta maison versus ton réseau cellulaire qui est beaucoup plus difficile à couper si tu veux faire un vol en supposant un crime organisé de quelqu'un qui sait comment ça marche. Mais en même temps, les réseaux cellulaires qui sont utilisés dans les systèmes d'alarme sont du 3G ou même du GSM plus vieux, qui sont beaucoup moins demandants électriquement que le LTE, 5G et tout ce qui s'en vient vers l'avant. Et l'autre aspect à ça, c'est que on le voit aux États-Unis, sont en train de décommissionner les vieux réseaux cellulaires. Donc, ces systèmes-là d'alarme, que tu sais, ces vieux réseaux cellulaires, par souci d'économie d'énergie, vont devoir être changés vers ailleurs. Fait qu'on est dans un système qui s'effondre de toute façon. Ouais, au Québec, ils ont pallié, en fait, ils ont pallié à deux niveaux, les compagnies de sécurité. C'est qu'en plus d'accepter le cellulaire, ils fournissent un UPS. Donc, autrement dit, le temps que la batterie du UPS se vide, il va y avoir du courant dans le téléphone cellulaire. Mais qu'il est vide, il y a encore je sais pas moi, 24, 48, 72 heures d'utilisation de cellulaire. Puis à cette heure, une panne de courant qui dure 24 heures au Québec, ça commence à être rare. Je te dirais pas que c'est si rare que ça. Je te dirais qu'un Hackfest en 2019 qui a eu la chienne d'être dans la zone qui a duré plus que 24 heures de panne d'électricité, là. On n'est pas exempt de ce genre de choses-là, mais c'est dans des zones très rares, on s'entend, là. C'est pas tout le monde qui est affecté par ce genre de choses-là. Mais oui, effectivement, c'est plutôt rare. Puis, de toute façon, celle-là, pour le contexte d'un système d'alarme, c'est plutôt non consommateur, là. Ce qui consomme, c'est quand tu commences à parler de façon très active. Fait que j'ai l'impression que leur pile est suffisamment durable, comme les piles, de toute façon, qui vont avec les systèmes fibrés, dans lesquels ils n'ont plus de ligne dure qui envoie du courant. Maintenant, on a juste de la lumière. Donc, je pense que les piles que Bell fournit sont probablement d'une durée suffisante pour justement compenser un peu l'élément que tu mentionnes, là. Ah, ben oui. Mais écoute, c'était quand même un bon coup. C'est quand même un bon coup que on va accepter le cellulaire, mais comme élément, comme facteur de risque diminuant, disons-le comme ça, pour diminuer le facteur de risque, on va faire comme Bell Fibre, on va fournir une batterie, une batterie UPS. Écoute, c'est une maudite belle approche, là. Au niveau de Bell, quand la batterie tombe, la batterie t'offre un bon 3-4 ans étiré. On les appelle, puis on la paye pas, la batterie. Hein? Ils nous envoient UPS, étrangement, nous envoie une batterie dans une boîte avec un coupon de retour. Des fois, le gars nous attend même à la porte, on sort la batterie, on pète chaud dedans, puis il repart avec.
Les compagnies de sécurité, je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas réglementés. Là. Quand tu penses chez Bell, j'ai eu des problèmes avec les UPS que j'ai eus parce qu'il y a eu des rappels sur certains modèles. Puis ils viennent chez vous. Là, pour eux autres, je pense qu'il y a un élément de réglementation qui les oblige. Puis tu mentionnais justement être obligé de fournir le 0.5 volts. Il est comme mis dans la loi. Fait qu'ils sont comme obligés de te fournir ce genre de choses-là. Puis comme toi, t'es avec Vidéotron, puis je pense pour ton téléphone aussi. Je pense qu'ils ont le même degré d'obligation parce qu'ils sont des opérateurs téléphoniques. Donc, on doit toujours être capable de faire opérer la ligne, même si c'est une panne de courant, parce que c'est rendu une mesure d'urgence pour le 911, entre autres. Là. Non, j'ai plus de ligne dure. Je suis avec Bell pour les cellulaires, je suis avec Helix pour la télé. En passant, j'ai rien à dire contre Helix, là. Très bon service, là. Regarde, ça a planté le 31 au soir, juste avant le bye-bye. Je suis allé voir sur Twitter, ils ont leur compte, ils ont tout expliqué. Il y avait des chialeux, il y avait des baveux, puis il y avait du monde qui disait tout simplement regarde, t'as l'Internet, mon gars, on va sur Netflix, puis on t'abonne. C'est drôle, j'étais sur Netflix, je me disais, mais effectivement, mais c'est pas grave, là, on en parle, tu parles de Vidéotron dans ce cas-ci, mais tu sais, sont pas mieux ou pire qu'AWS, qui sont des data centers qui ont tombé. Puis, tu sais, en termes de capacité, AWS, c'est beaucoup plus gros que Vidéotron, là. Puis, tu sais, le mec Pelado, il s'est fusé pour aller faire des petits tours dans l'espace à 250 000 ça, c'est pas super grave. Puis, de toute façon, c'était pas des systèmes critiques qui sont tombés, là, c'est la télé. Puis, pour moi, la télé n'est pas un système critique. De toute façon, si vous voulez écouter le bye-bye, tu vas sur ici, Tout TV, de Radio-Can, tu l'écoutes en temps réel de toute façon. Fait que c'est pas grave. On est dans un univers qui a changé. La câble-diffusion n'est plus ce que c'était. Internet all the way, tant qu'à ça. Basculant à l'autre nouvelle, puisque là, on n'a pas longuement parlé des problèmes de configuration, puis je pense qu'il y en a tellement de problèmes de configuration que celui en a parmi d'autres. Log4j, qui a occupé le mois de décembre, puis il va probablement occuper le restant de la première moitié de 2022, qui est un problème intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on voit un problème dans du code open source qui a des conséquences très importantes. Puis probablement que c'est la première fois qu'elles sont aussi importantes que ça. Donc, on avait eu Heartbleed avec OpenSSL il y a quelques années. On a eu Shell Shock aussi qui a eu des impacts un peu plus mineurs, mais quand même. À quel point, d'un côté, on a des entreprises qui font de l'argent en utilisant du open source, mais qui ne réinjectent pas de l'argent dans l'open source. Fait qu'on a comme un problème à ce sujet-là. Puis Log4j est encore d'autant plus grave parce que la quantité d'utilisation qui en est faite, c'est les monstrueux. Et c'est pour ça qu'on en a au moins pour la première moitié de 2022 à corriger tout ce qui existe. Parce que même les choses qui sont sur Mars ont ce problème-là à l'heure actuelle. OK, il y a personne qui va l'attaquer, fait que c'est pas super grave, mais c'est pour démontrer à quel point on a utilisé et tout le monde s'est abreuvé de cette chose-là d'open source, puis c'est bon, open source. Puis j'adore l'open source, sauf que le problème, c'est que c'est pas gratuit. Il faut qu'on mette de l'argent pour qu'on réinjecte, qu'on retourne à la communauté. Le source ouvert est une philosophie dans laquelle c'est pas une philosophie qui sert les intérêts qui sont commerciaux, mais que les commerciaux devraient retourner de l'argent dans le fond, là, comme OpenSSL, OpenBSD s'est fâché, là, Théo Dorade s'est fâché, il a fait LibreSSL qu'on est sorti, justement, qui a nettoyé le code puis qui a mis l'argent qui était nécessaire pour faire ce genre de choses-là. Mais il serait important que les entreprises qui commencent à utiliser ces sources-là, on parle pas de montants énormes, là. Si chaque entreprise qui avait utilisé Log4j avait mis $1 dans la fondation, on n'en parlerait pas à l'heure actuelle. On n'en aurait pas de problème. Puis $1, c'est pas gros, là. C'est pas $1 à chaque fois que vous l'utilisez. $1, si vous l'utilisez, $1. Puis on n'aurait pas de problème à l'heure actuelle. Fait que c'est un peu fascinant. Il commence à y avoir beaucoup de discussions sur comment on doit commencer à utiliser le source ouvert, comment tout ça doit évoluer. J'ai malheureusement l'impression que le législateur va intervenir, c'est-à-dire que probablement les Américains en premier lieu vont émettre des lois qui vont venir régir ce genre de choses-là. C'est le genre de choses que en TI, on essaie de pas vouloir parce que ça tend
limiter l'innovation parce que les lois sont plus lentes et plus lourdes à soutenir puis sont défavorables à l'innovation. Par contre, dans ce cas-ci, on était tellement pas bon en tant que communauté, en tant qu'utilisateur, que le législateur doit intervenir parce qu'on était pas bon. Parce que essentiellement, les coûts et que ça l'a généré, si on parle de milliards de dollars qui ont été mis en temps pour corriger le problème. Puis là, les problèmes, c'est on parle de plusieurs fois. Puis à chaque fois qu'on en règle un, il y en a un autre qui se cache en arrière. Là. Puis là, on est à 2.17.1 qui date de moins d'une semaine. Puis je suis pas mal sûr qu'on va tomber à 2.18 dans pas long, qu'on va découvrir d'autres choses encore là-dedans. Fait que là, on est dans une course perpétuelle vers quelque chose que si on avait fait en amont, on serait chill en train de boire notre petite bière à la maison tranquillou. Au lieu de courir comme des caves, comme on est en train de faire là, puis il y en a beaucoup. Puis j'ai participé, là, puis je vais pas ce que j'ai fait dans la gestion que c'est ça, mais pas ce que j'ai vu. C'est horrible à quel point on s'est appuyé sur quelque chose de pas solide. On a construit sur de la glaise. Puis c'est déplorable. Puis là, je peux pas. Puis en ce sens-là, je lève mon chapeau au ministère d'avoir fait qu'au Québec, on a tout fermé. Justement, ça nous évite des problèmes futurs. Puis c'est une excellente mesure. Mais tout l'asile que ça a créé, puis pour ce que j'ai vu, j'ose même pas penser à ce que des entreprises privées qui n'ont pas pris des mesures comme ça, à quel point ils doivent être complètement acquis à l'heure actuelle. Ça doit être l'asile. Fait qu'on va avoir les gâchis, on va les ramasser pendant les 6 prochains mois. Puis, je ne veux pas vous toucher, entreprises qui n'avaient pas pris des mesures saines et rapides. Ah là, j'ai une image. On a bâti sur de la glaise. On a bâti un golem. Là, le golem, il est vivant. Puis le golem est intuable. OK, petit jeu de mots ici pour les personnes de 40 ans et plus qui comprennent la référence. Mais bon. Ah, ben écoute, j'ai aimé, en fait, une des citations que tu as faites, là, écoute, tu t'es vidé le cœur, c'est bien. Une citation que tu as faite, tu aimes le open source. Le open source, j'aime ça aussi, pas parce que c'est une technologie, je vais te dire comme toi, c'est une philosophie. Faut le voir comme ça. J'aime beaucoup ta citation. Ce que j'aime moins, puis vous allez vous reconnaître ici, certaines personnes, là, dans les années, à partir de, je dirais, 2008-2015, parce que là, c'est moins pire depuis, mais les gens qui étaient fermés sur Apple, système fermé, système dictateur, etc. Le open source, c'est la voie, c'est la liberté. Puis, non, c'est une philosophie. Arrêtez, là. Toute technologie est bonne. Il s'agit d'en faire une bonne ou une mauvaise exploitation. C'est autant pour les systèmes fermés, effectivement, comme Apple. Apple était très, pas dictateur, très conservateur. Très drôle que tu cites Apple parce que Apple était un des premiers touchés par le problème de Log4j. Ils ont été capables de démontrer que les systèmes internes de chez Apple reposaient sur du Log4j. Fait que, même ces fervents-là des systèmes fermés se trouvent être confrontés à leur absurdité, là. Ah, puis ils viennent d'atteindre 3 000 milliards de capitalisation boursière, 3 000 milliards US. Je viens de lire ça sur les nouvelles financières. C'est une première aux États-Unis. C'est parfait. Mais, somme toute, j'ai aimé ta citation, mais je vais le dire comme toi. Oui, écoute, ça brasse du caca. Hein, il y en a dans le fan. Puis c'est un fan qui pousse des deux bords, malheureusement. Là. Il y a beaucoup d'ouvrages. J'ai aucune... L'importance de connaître, d'avoir son inventaire d'éléments de configuration, de ces éléments de configuration, avoir une visibilité sur son parc, être capable d'avoir une vision justement sur on a été chanceux d'avoir été avisé de cette faille-là, parce que ça nous a donné l'opportunité, un petit heads up, là, bien entendu, mais l'opportunité de faire notre scan de notre infrastructure, trouver justement les services qui utilisent cette librairie-là, l'importance d'avoir son inventaire, la maintenance, là, ça c'est un exemple, parce que ça, c'est un incident à venir. C'est rare que ça arrive. Hein? Là, la boule de cristal nous a dit, il y a un incident qui s'en vient. OK? Là,
On a-tu notre inventaire? Non. Vite esti, scanne, part le radar pour la balayeuse, ça urge. C'est exactement ça. On a l'opportunité de... Les gens qui étaient très préparés, probablement qui ont facilement décelé, mis en évidence, contenu, c'est quoi le degré qu'on a de mauvaise prestation de service pour être en mesure de confiner puis mais j'irais plus loin que ça, puis les Américains ont énoncé fin 2021 le fait de sortir ce que le SBOM, l'espèce d'élément qui oblige maintenant au niveau américain d'annoncer tous les dépendances qu'on a quand on vend un logiciel. Ce qui va nous amener et nous forcer comme structure, comme écosystème, de devoir déclarer ce genre de choses. Fait que dorénavant, puis à l'avenir, quand on va commencer à avoir le SBOM de façon beaucoup plus déployée, de voir justement ce degré de dépendance-là, parce qu'on ne sait pas là, que le système qu'on achète, à quel point il y a une dépendance là-dessus. Puis c'est ça que la découverte des gens, c'est que à quel point tous ces systèmes-là dépendent d'autres choses et à quel point c'est un élément de surprise qui est associé à cette dépendance-là. Fait que j'imagine qu'on va commencer avec cette législation-là à le voir. J'espère que d'autres pays vont emboîter le pas pour que ce soit généralisé, qu'on ait une espèce de charte alimentaire qu'on voit sur la boîte de céréales, qu'on a regardé tous quand on était jeunes, qu'on a lu puis on savait pas ce que ça voulait dire. Ben, qu'on a les ingrédients. Puis j'aime beaucoup parce que toi, tu l'aimes beaucoup le mot ingrédients. Fait qu'on a les ingrédients qui composent un logiciel, fait qui vont être déclarés, ces 10 ingrédients-là. Fait qu'on n'aura plus le choix de les voir. Puis là, on va être capable d'agir de façon plus éclairée et on va avoir un inventaire beaucoup plus clair de ce genre de choses-là. Ah, on va discriminer des logiciels. C'est malheureux, but I'm about to drop the hammer and indiscriminate justice. Discriminate justice. Et voilà. And dispense some indiscriminate justice. Starcraft for the win. Dispense. Pour les vieux qui sont parmi nous. Et voilà, ouais, les vieux parmi nous. J'attends toujours le film. Sujet, puis là, on embarque plus dans les... en tout cas, ceux qui s'en viennent, ce qui t'intéresse davantage. Puis c'est un niveau de plus PRP, protection des renseignements personnels, dans lequel on a eu un bel exemple qui s'étire depuis plusieurs années avec Clearview AI, qui est un des exemples, puis je pense que c'est celui qui est ce qu'on appelle en anglais le poster child, l'espèce d'élément démonstratif de l'espèce de négligence des compagnies à l'usage des informations personnelles et à un usage commercial qui, au bout du compte, commence à outrer les gens et outrer les lois. Ah, je vais être très bref ici. Je vais parler de Clearview AI. Hein. Vous savez, depuis 2017-2018, il y a une petite tourmente. Bon, des petits bons coups que certains corps policiers ont réussi à faire avec leur outil, mais peu importe. C'est la méthode puis l'approche qui ont permis justement au développement et à l'exploitation de cet outil. L'outil de reconnaissance faciale. Donc, vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de milliards de photos, paraîtrait-il, qui ont été récupérées par la compagnie à l'insu de tout le monde. L'insu de tout le monde, facteur aggravant, les réseaux sociaux sur lesquels vous postez toutes vos photos. Je voulais dire maudite photo, mais je ne le dirais pas. C'est toutes vos photos, malgré le fait que, mais sans vous soucier justement de restreindre l'accès à votre profil, soit à vos proches, aux proches de vos proches ou de façon publique. Alors, bien entendu, Clearview a vu une opportunité ici et a probablement utilisé un logiciel qui faisait le parcours de l'ensemble des profils, puis récupérait l'ensemble des photos le plus possible de tout le monde qu'ils pouvaient trouver avec le nom associé au profil. Bon, probablement qu'ils ont dû voir James Bond une couple de fois, Luke Skywalker, Darth Vader à plusieurs reprises avec des casques différents, bien entendu. Mais pour plusieurs personnes, ben, vos vrais noms sont associés à vos photos, ce qui a constitué une base relativement bonne, mais jusqu'à un certain degré. On va se l'avouer ici, là, dépendamment des noms associés. Là, je parle de Facebook, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a Twitter, il y a une multitude de plateformes, justement, sociales et sociales professionnelles sur lesquelles
on peut récupérer vos informations et constituer malheureusement une information à 99% assez bonne. Donc, photo plus nom prénom, déjà là, c'est trop. C'est trop parce que l'utilisation du logiciel, c'est justement la reconnaissance faciale. Alors, écoutez, il y a le Canada, ça a commencé, si je me souviens bien, en Alberta. Le commissaire à l'éthique a été plutôt outré et choqué, fait qu'il a émis des recommandations. Là, on se retrouve avec la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, l'Alberta, le Québec, qui requiert dernièrement la destruction, l'annihilation, en fait, totale et entière de l'ensemble des données photos possédées par l'entité. Au travers de ça, l'entité s'est sauvée aux États-Unis sous une nouvelle juridiction. Il y a, si je ne me trompe pas, la Nouvelle-Zélande qui s'est intéressée à ça, l'Australie, qui a été interpellé, certains pays d'Europe, il y en a 3 au moins, si je me souviens, qui ont été interpellés justement par l'aspect PRP, l'aspect de saisie. Comment ils se sont saisis de ces photos-là pour exploiter leurs produits. Je pense que Clearview 2022, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a quelques poursuites qui sont déjà intentées. Ils essayent de se défendre tant bien que mal, mais je pense que ça n'augure pas pour la postérité pour cette entité-là. Entre-temps, est-ce qu'ils vont détruire les dites photos? Est-ce qu'il y a une petite compagnie sous-marin qui est en train de se former puis de se sauver à quelque part? Toutes les hypothèses sont bonnes. Mais écoutez, c'est un vrai film d'horreur. Là. C'est une vraie trilogie pour cette compagnie-là. Là, ça augure pas pour la postérité. Donc, on va voir en 2022 qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ici, on parle pas de cyber ou de quoi que ce soit. Là. On parle de protection de la vie privée. L'acquisition de vos photos. L'acquisition de vos photos, là, la source du problème, elle est là. L'acquisition de vos photos sur vos réseaux sociaux à votre insu, c'est pas une pratique. C'est une pratique qui peut être légitime dans certaines zones du monde, mais ici, c'est pas une pratique qui est légitime, justement. Aux États-Unis, certains États, je pense qu'ils se questionnent encore si c'est légitime ou non, mais il y a une couple d'États qui se disent non, ça marche pas, là. Ça marche pas parce que c'est pour une exploitation de ces photos-là dans le but de vous pousser entre les 2 oreilles puis dans la gorge des produits, des services, puis des corps policiers à les utiliser pour peut-être vous inculper ou vous rendre suspect d'un certain crime, là. Là, je ne sais pas, là. Là, on n'est pas dans le film de Spielberg avec Tom Cruise ici, là, mais ça y ressemble pas mal en maudit. De toute façon, on est dans un univers de plus de la protection des renseignements personnels dans l'univers des avocats, plus que dans l'univers de la cybersécurité, là. Mais comme ces univers-là se connectent à certains égards, c'est pour ça qu'on en parle, qu'on est préoccupé par ce genre de choses-là. Les législations sont de moins en moins favorables à cet usage-là un peu cavalière des informations personnelles. C'est bien parce que je pense qu'on a une évolution sociale, une évolution législative qui vient encadrer ce genre d'entreprise-là, qui je pense qu'ils n'auront peu ou pas d'espace en Occident dans les prochaines années. En opposition, en Chine, il y a une ouverture très grande à ce genre de choses-là. Fait qu'il va falloir voir comment tout ça va s'organiser et comment les Américains, qui sont le seul pays occidental qui tolère ou qui accepte ce genre de choses-là, mais pas tout sur le territoire américain, puisqu'on va avoir des choses comme le Michigan, on va avoir l'Illinois, on va avoir la Californie, qui sont des États qui s'opposent à un usage intempestif des données biométriques, qui sont essentiellement notre visage dans ce cas-ci. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va évoluer. C'est une saga qui va continuer, je pense, en 2022. Mais c'est une saga au sens général ou de la PRP, on va voir comment, comme citoyen et comment le législateur va refléter ça par des lois, protéger ces éléments-là. L'Union européenne l'a fait avec le RGPD énormément. Il y a des faiblesses au RGPD. Je pense qu'avec depuis que c'était mis en place, on peut voir que ça atteint pas nécessairement tous les objectifs voulus. On va voir comment ça va évoluer dans le temps, comment ils vont faire évoluer ce cadre législatif-là. Au Québec, on vient d'adopter.
un qui est de ce côté-là, justement, qui protège davantage de nos informations personnelles. D'autres provinces vont le faire. Le fédéral l'avait promis avant les élections. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant, voir s'ils vont remettre en vie le Bill 11 qui va permettre justement de remettre d'avant-plan ce genre de choses-là et comment les Américains vont le regarder de façon nationale et non juste par État. C'est intéressant. Il y a une évolution. Je pense que ce que Clearview AI a fait était toléré il y a 5 ans. Je pense que maintenant, ça ne l'est plus. Les mœurs ont changé. Et c'est très intéressant. Moi, étant du côté de la protection des renseignements personnels énormément, je trouve ça bien qu'on avance comme société, qu'on est prêt à faire ce genre de choses-là. Mais pauvre compagnie qui se fait persécuter, là, c'est terrible. Puis je pense qu'il y a eu l'ordre par certains pays d'effacer les photos de leurs citoyens. Je pense que la Nouvelle-Zélande, je pense qu'on est obligé au Clearview AI d'effacer toutes les photos de leurs citoyens de leur base de données. Et connaissant comment le AI fonctionne, comment le machine learning fonctionne, ça doit être virtuellement impossible à faire parce que l'apprentissage a été fait sur les photos. On ne peut pas retirer l'apprentissage sur la base qu'on a retiré les photos. Fait que je suis très curieux de voir les suites de ça et l'application de ces éléments-là par rapport à ça. Puis j'aime beaucoup de te voir rire. Écoute, je préfère l'idée de faire un CTRL-A, Shift-Delete, que de dire, peux-tu sortir les photos de Nouvelle-Zélande? OK, CTRL-A, Shift-Delete. Mais tu sais, j'aime ton approche. J'aime ton approche ici, là. Mais effectivement, la compagnie travaille avec des avocats. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'ai bien de la misère à comprendre. Écoute, si la compagnie dont le siège social était basé au Canada, il y a une couple d'années, puis ils se sont sauvés aux États-Unis, oui, je ne me gêne pas, je vais dire sauvés. Écoute, il y avait déjà une bonne réglementation, puis un encadrement relativement directif et très suggestif, malheureusement suggestif à certains égards, mais qu'il y a des avocats qui ont dit, ben oui, envoie ta balayeuse sur Facebook puis ramasse les photos. Non. Puis là, ils se ramassent aux États-Unis puis ils poursuivent là-dessus. Il y a, à certains égards, je veux pas, je suis pas péjoratif, je veux pas savoir s'il y a un manque d'éthique ou quoi que ce soit, ou s'il y a un écart d'éthique, mais c'était quoi leur ancrage pour dire poursuivez vos opérations? Tu sais, c'est pas vrai que des avocats vont mettre leur carrière sur la corde raide lorsqu'ils sont en pleine connaissance de cause. Tu sais, j'aimerais comprendre ces avocats-là, là. C'est quoi leur Graal pour lequel ils ont été capables de dire, hey, poursuivez vos opérations. T'sais, on va être capable de se défendre. Très intéressant à suivre, surtout dans la perspective où Cambridge Analytica a quand même été violemment réprimandé d'un usage excessif de ce genre de choses-là. Fait que ce contexte-là est tout à fait particulier. Fait que je ne sais pas comment les avocats ou les gestionnaires de chez Clearview AI a pu penser qu'ils pouvaient se sauver aussi facilement que ça et faire ce genre de choses-là. C'est très fascinant. Et ça nous amène, puis c'est un beau segue vers le sujet suivant, qui sont plus des bonnes nouvelles, plus que de chialer sur comment a été 2021. Au Québec, puis là, ça, je m'excuse pour les Européens, j'ai malheureusement peu de connaissances de ce qui s'est passé à votre côté, fait que je souhaite trouver un collaborateur, justement, puis c'est un appel qui va pouvoir m'aider à mettre plus avant, justement, des nouvelles et des bonnes nouvelles qui sont de niveau européens. Mais au Québec, on a eu la PS 64 qui a été adoptée, qui est le projet de loi 64 sur la réforme de protection de la vie privée, qui nous ramène à un certain niveau à parité avec le RGPD, justement pour nous protéger davantage les renseignements personnels. Et c'est encore là où on voit que Clearview AI avait comme été regardé à courte vue, parce que cette perception-là, cette protection-là légale amenée par le législateur est d'autant plus importante et d'autant plus marquée maintenant. On le voit au Québec. La PS61 s'inscrit dans un contexte canadien où il y a plusieurs autres provinces qui désirent justement rehausser leurs lois. Probablement que la Colombie-Britannique, je sais que l'Ontario avec son livre blanc et probablement l'Alberta sont des provinces qui vont mettre de l'avant des réformes
importante justement pour favoriser une meilleure confiance du citoyen, une meilleure confiance du consommateur face à la protection de ces données. Puis on est rendu dans cet univers-là où on est passé où on peut consommer sans aucune, comme Clairview AI a fait, sans aucune préoccupation, dans laquelle il faut maintenant établir la confiance du consommateur et que l'opinion publique et l'opinion du consommateur devient importante. Donc, le fait d'établir un lieu de confiance, on sait que le Canada ou les provinces ont des places où les entreprises peuvent faire traiter les informations de façon protégée et que la confiance du citoyen elle est maintenue est de plus en plus importante. En ce sens-là, je lève mon chapeau au gouvernement du Québec d'avoir été les premiers au Canada à le faire de façon forte et de façon marquée parce qu'au fédéral, c'était un peu plus mou. Je pense que le Bill 11 n'a pas été avec autant de vigueur que l'a pu l'être la PS64. Et on voit aussi que l'Ontario commence à prendre beaucoup parce que quand on prend le temps de lire le livre blanc sur la PRP en Ontario, on voit qu'eux voient et s'inspirent beaucoup de l'expérience du Québec et de tout le processus législatif qui a mené à la PS64 pour justement enrichir leur propre processus. Et c'est très prévisible que l'Alberta et le Colombie-Britannique vont suivre probablement dans le même chemin. Donc, on est dans un contexte où on a un changement radical au niveau canadien la perception de comment on doit traiter l'information personnelle et comment cela doit vivre. Oui, écoute, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai rien à dire. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça plate, effectivement, que au niveau fédéral, ça traîne de la patte. Mais écoute. Dès que les provinces commencent à prendre des initiatives qui ont un impact national, tu sais, pas juste territorial ou provincial, là. Souvent, le gouvernement fédéral finit par comme vous donnez un coup de pied dans le cul, je vais le dire comme ça, là. C'est un coup de pied dans le cul pour justement commencer à adresser. Puis, mais tu sais, je sais pas quoi dire. Tu sais, j'ai pas envie de parler contre le gouvernement fédéral, même si j'ai pas voté pour lui, là. Celui qui est en poste, là. Mais tu sais, peu importe, là, j'ai toujours trouvé que les libéraux avaient une forme de mollesse, puis étaient des copieurs. Ils essayaient pas c'est pas d'innover, d'inventer ou de réinventer, c'est des copieurs. Puis tu sais, Québec, je pense que Québec, on a une voix forte. L'Ontario, Colombie-Britannique, c'est des voix fortes également. Tout ce que j'entrevois là-dessus, c'est du meilleur là au niveau du projet de loi 64. C'est un peu pour reprendre ce que tu dis, c'est un peu dommage que le fédéral n'ait pas pris la balle au bon puis justement fait quelque chose d'intéressant avec sa propre loi sur ce genre de choses-là, qu'on ait un espèce de cadre fédéral qui nous permet justement de protéger l'information personnelle. Bon, ça c'est un choix qui est politique, j'imagine, qui dans leur cas, qui était peut-être moins prioritaire que d'autres choix, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un framework comme PIPEDA. Dans le fond, au fédéral, c'est la réforme de PIPEDA qui est un peu, avec le temps, un peu faible et qui s'affaiblit avec le temps. Fait que tout ça est un peu dommage. Fait qu'on verra avec le temps comment tout ça va se faire en espérant qu'ils reprennent la balle au bon avec le fait que la PS64, que l'Ontario est très intéressé avec son livre blanc qui va probablement mener un projet de loi également. Donc, on verra comment tout ça va se manifester dans les prochains mois, les prochaines années. On espère qu'on avance et que tout le monde bénéficie de cette espèce d'amélioration-là. L'autre bonne nouvelle, au Québec encore, on a eu le ministère de la cybersécurité et du numérique qui est maintenant en fonction, au moment qu'on enregistre, qui est en fonction depuis déjà 2 jours, qu'on a un ministre et des sous-ministres, un sous-ministre et des sous-ministres associés qui maintenant viennent encadrer de point de vue provincial l'ensemble des activités en TI et en cybersécurité sur l'ensemble du territoire. On a vu que au courant de décembre, le ministère a pris l'initiative déjà en amont de la création de son nouveau ministère de imposer à tous aux organes gouvernementaux de fermer leurs sites qui étaient potentiellement vulnérables à Log4j. Donc, on voit déjà un peu le bénéfice d'avoir un organe central qui permet d'imposer
à l'ensemble de l'appareil gouvernemental, une certaine forme de marche à suivre, une certaine forme de rigueur, si on veut, par rapport à ce que la cyber, ce qui nous intéresse davantage, mais à l'ensemble des TI du numérique dans son ensemble, justement, de pouvoir avancer et d'améliorer de ce qu'on est. De ce que j'en sais, c'est probablement une des initiatives les plus uniques en ce sens-là à travers le monde, de cette espèce d'organe-là qui regroupe l'ensemble de ce pouvoir-là dans les mains d'un seul et même ministre. Je sais qu'en France, il y a certaines choses, puis c'est le seul autre place que je connais qui ont une certaine forme d'organisation, mais sont plus organisés d'un point de vue militaire parce qu'ils sont comme, pour nous, au fédéral, d'un point de vue d'une nation. Donc, c'est plus le militaire qui l'occupe, cet espace-là. On a exactement au Canada le même genre de choses avec beaucoup moins de finesse, malheureusement, d'occupation de cet espace-là de cybersécurité. On a quand même le fédéral qui a fait le CCC, le Canadian Cyber Security, quelque chose. En tout cas, vous pouvez me corriger, je connais très peu cet élément-là, mais qu'on regroupait sur un même sol et chapeau tous les efforts de cybersécurité au fédéral. Mais encore là, on est encore très loin de ce qu'on peut voir en France, par exemple, où ils ont plusieurs organes, dont le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, et ainsi de suite, qui sont déjà très présents et très occupent cet espace-là, dans lequel nous, on n'occupe pas cet espace-là, mais probablement que c'est une question culturelle et de structure, parce qu'on a une structure qui ressemble pas à celle des Français, mais qui ressemble plus à une structure britannique, ou comme on voit aux États-Unis, où tout cela est un peu plus diffus et dans d'autres organes. Mais bref, voyons voir comment le MCN, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, va s'actionner au Québec. Souhaitons que celui-ci ait copié un peu comment les Français opèrent, c'est-à-dire que cet organe-là ait un axe citoyen, c'est-à-dire qu'il puisse justement sensibiliser, avoir des ressources pour que les citoyens qui se font flouer puissent se retourner vers un organe normalisé, stable, qui puisse justement les guider, les amener à aller plus loin. Bon, cela étant dit, l'exemple français, je pense que je n'ai pas vu qu'il était moins attaqué que nous, mais cela étant dit, au moins, ils ont quelqu'un vers qui se retourner, un organe gouvernemental sur qui ils peuvent se retourner. Effectivement, je trouve également que c'est une bonne nouvelle. Puis j'espère que le ministère va être en mesure d'aller chercher suffisamment de bonnes ressources qualifiées avec les bonnes compétences. Puis pas uniquement les ressources qualifiées puis avec les bonnes compétences, des ressources qui vont pouvoir aussi former. Je prône beaucoup l'importance des nouvelles ressources qui n'ont pas d'expérience, leur tendre la main, les former. Puis c'est pas les former à notre image, là, c'est pas ça, c'est pas un clone qu'on veut, mais les former dans le contexte cyber et pour répondre justement aux objectifs du ministère qui vont être en mesure d'être des bons vecteurs puis des bons acteurs qui vont communiquer les nouvelles à leur entourage pour attirer aussi des bonnes ressources. Moi, c'est ce que je lui souhaite. J'ose espérer, et je le souhaite, puis je le souhaite pour lui, étant donné que c'est des compétences très recherchées, extrêmement pointues, que sa charte salariale va être compétitive avec le marché, parce que même à Québec, je suis désolé, mais le gouvernement du Québec n'est pas du tout un compétiteur en termes de masse salariale, ni même en termes justement de fonds de pension à prestations déterminées, bien entendu. Beaucoup d'immigrants se fient à ça. Non, les compagnies d'assurance, présentement, c'est les meilleurs employeurs, je vous dirais, au Québec, en termes de salaire, en termes de progression, qualité de vie, fonds de pension. C'est des câlines de bons, des bons employeurs. J'espère que sa charte salariale, il va pouvoir déroger justement au modèle qu'on a présentement, qui est problématique depuis plus de 20 ans au gouvernement du Québec. Puis quand je dis plus de 20 ans, là, ça fait plus de 20 ans que c'est problématique, les fameuses contingences, les diplômes, les ci, les ça. Je comprends, là. Je comprends. Il y a un modèle en arrière de ça, là. Mais le monde évolue. Les compétences se découpent, sont beaucoup plus pointilleuses, beaucoup plus expertes. Ben, vous irez pas chercher ces compétences-là. Vous les aurez pas si vous n'êtes pas capable, justement,
d'allonger salaires et avantages sociaux équivalents. Tu sais, je parle pas d'être compétitif puis d'être 10, 15, 20% de plus. Je vous demande de vous ajuster au marché. Vous les aurez pas sinon les ressources. C'est malheureux, mais bon. Ouais, mais dans un contexte où on a un nombre de ressources limitées, dans lequel les entreprises privées, tu mentionnais le milieu de l'assurance entre autres, mais il y en a d'autres qui s'arrachent aussi ces mêmes ressources-là. C'est pas infini le nombre de personnes qui travaillent en cyber. Fait que là, ça crée une surchauffe justement sur ces gens-là, la demande qu'il y a, puis comme il n'y a pas de relève, puis je sais que le modèle français est quand même critiqué, ou dans lequel le gouvernement français, à différents égards, prennent beaucoup de jeunes pousses, de gens qui sortent des universités, des collèges ou des structures d'éducation, les forment et ces gens-là s'enfuient dans le privé après. Puis ça crée beaucoup de malheur au sens gouvernemental français. Il demeure que s'il y a personne qui prend en charge la formation, et je pense que dans une perspective d'offre publique, au-delà de tout, je crois que le gouvernement, même à travers ses ministères, doit être un formateur, doit aider les gens à progresser et ne pas les mettre en prison dans leur ministère et justement d'améliorer l'ensemble de l'écosystème sont favorables justement à faire ce genre de choses. Et c'est là où je rejoins. J'espère que ce ministère-là va être un incubateur à talent en cybersécurité et même un incubateur en talent en numérique aussi. Là. C'est un endroit où les gens vont pouvoir apprendre, vont pouvoir continuer et devenir meilleurs jusqu'à temps que sur le marché, on sature le marché de gens compétents. Parce que quand on va saturer le marché de gens compétents, le bénéfice social était immense parce qu'on va avoir des compagnies en cybersécurité qui vont s'installer au Québec parce qu'on va avoir les talents au Québec. Là, on est en pénurie. Puis même le gouvernement s'arrache les ressources pour juste faire son quotidien. Quand on va être rendu dans un contexte où le gouvernement va avoir participé à la formation des jeunes, de la relève, puis il va contribuer à ce genre de choses-là, justement parce qu'il va permettre à toucher à ces gens-là des systèmes qu'on n'a pas l'occasion de toucher dans d'autres circonstances et les amener des faire qui vont progresser, vont faire fonder des entreprises, vont travailler dans des entreprises de haut niveau. Au Québec, je pense qu'on a un intérêt très important à aller chercher de ce côté-là et justement à favoriser cette espèce d'entrée, d'influx de gens de peu de connaissances, mais qui veulent apprendre et qui veulent progresser dans ce milieu qui, pour moi, est fascinant. Mais ça fait plusieurs années que tu y travailles aussi, fait que... Ben écoute, moi, une des meilleures solutions, là, puis écoute, cette solution-là doit déjà être dans un cahier de charge de M. Kerr. Tendre la main puis demander de l'aide. Demander de l'aide dans nos compagnies d'assurance. Là, je vous dis, nos institutions financières, nos compagnies d'assurance, là, on a des compétences de la mort. OK? Nicolas et moi, on connaît le domaine. Moi, je suis dans ce domaine-là. Tendez la main. On va répondre. Je suis convaincu qu'il y a déjà des attentes d'un point de vue de notre gestion dans nos différentes institutions financières et compagnies d'assurance de dire, hey, c'est pas qu'on veut aller ramasser de l'argent sur les 5 milliards, c'est que, écoutez, le gouvernement veut peut-être mettre en place ce qui va devenir peut-être éventuellement une nouvelle loi, une nouvelle législation. C'est peut-être le temps de s'impliquer davantage, aller donner un levier, offrir du poids de qualité, justement, dans la balance des compétences en cyber, puis offrir peut-être de la formation, des modes de recrutement, des modes de partenariat. Peut-être que c'est ça que ça prendrait aussi. J'ose espérer que le ministère a ça dans son cahier de charge et qu'il va tendre la main. Et j'ose espérer que les compagnies vont répondre en disant, hey, qu'on aille voter ou non pour ce gars-là, s'il n'est pas là, c'est le gars pour qui on va avoir voté. Donc, le ministère, sa vocation ne change pas. On va pas aider le gars. On va aider le ministère et sa vocation. Oubliez jamais ça, là. Fait que c'est le temps de s'impliquer. Puis même à la limite, là, les institutions financières, on en a de l'argent, là. Peut-être même s'impliquer d'une forme, d'une façon sociale, en partenariat justement avec le ministère. Puis c'est peut-être le début justement d'une forme de collaboration entre, pas compagnie d'assurance et institutions financières, mais entre nos départements spécialisés dans ce domaine en se disant, hey, une bonne compétition, de la compétition,
c'est de la bonne compétition, c'est de la bonne business. On est tous exposés aux cyberproblèmes. Aussi bien faire un partage de connaissances, qu'on se maintienne, qu'on se tienne les coudes, qu'on ait les reins solides. Ça ne met pas en péril nos méthodes de tarification, nos tables de gestion de sinistres, nos ci puis nos ça, mais c'est justement un partage d'expérience en techno, en sécurité, pour justement élever notre baseline. Là, je nous trouve, tu sais, niveau 0,5, là, on est peut-être à 0,7. Moi, j'aime bien le 0,7. Ouais, puis puis je suis d'accord avec toi parce que ça améliore le bien commun. Ça sert l'intérêt de tout le monde. Fait que les entreprises, tu parles en assurance, s'ils se retrouvent dans un contexte où on a un milieu où le gouvernement est plus actif, donc les entreprises sont mieux protégées, donc les citoyens sont mieux protégés, ceux-ci vont avoir moins à dépenser en primes sur la cyberassurance, par exemple. Fait que globalement, ça sert les intérêts de tout le monde qu'on a un gouvernement fort, avec un ministère fort, avec des institutions fortes en cybersécurité au Québec, parce que ça va avoir des incidences sur l'ensemble de la société dans laquelle on va arrêter de mettre de l'argent de verser des primes à des cybercriminels pour récupérer nos données, là. Hey, écoute, tout le monde prône depuis longtemps là, le retour à la communauté, hein? le s'impliquer dans la communauté. Mais ça, je trouve que c'est un bon moyen de s'impliquer dans la communauté. Puis la communauté, je parle de notre génération et les générations suivantes. Je dis pas les précédentes étant nos parents, mais les suivantes étant les clowns qu'on tire vers le haut, puis ensuite de ça, ça tombe à nos enfants. Ils vont être embourbés dans un univers de technologie. Ben, je pense que c'est un bon moyen de redonner justement pour se faire des bonnes bases en sécurité. Peut-être même, à la limite, la prochaine étape, ça va être de dire, hey, système d'éducation, que ce soit 18 ans ou plus pour un Instagram, un ci, puis un ça, puis là, il y a des comptes pour enfants gérés par les parents. Hey, ça suffit. Ça prend un cours spécialisé, là, dès le primaire, peut-être dès le secondaire. Tu sais, peut-être qu'on va revoir justement nos fondements éducatifs. Je sais que tu le fais. Moi, je le fais pour mes enfants. Je les apprends justement à pas être le petit chien en laisse qui se fait traîner par TikTok. J'avais bien aimé cette image que j'ai vue sur Facebook. Les réseaux sociaux qui abrutissent justement l'esprit de nos pauvres enfants. Et trouver des méthodes. Arriver peut-être à des nouvelles formes d'éducation. Tu sais, je parle pas d'une réforme complète, mais je parle de mettre des avenants. Faut améliorer nos avenants. Voyons ça comme ça. Améliorons nos avenants. Tu sais, français, anglais, maths, éducation physique, base. OK? Ça fait 1 milliard d'années qu'on est ici, là. C'est la base. Là, ça prend une éducation sur les technologies qui entourent nos enfants. Les technologies qui envahissent, nos enfants, pas qui les entourent. Et là, je fabule ici, là, mais je veux qu'on arrive justement à exploiter nos technologies, nos compétences, nos talents pour arriver à un moment donné quand on vient à émettre un avenant supplémentaire dans un domaine éducatif, un domaine alimentaire, etc., mais que ça soit réfléchi, que ça soit basé sur nos compétences. Peut-être que les technologies sont là pour nous aider, aussi bien les exploiter davantage. C'est un peu... c'est bien avoir des émotions comme ça. Mais bref, le Québec s'est doté d'un ministère. J'espère que celui-ci est dans le fond de moyens pour arriver un peu à ce que tu dis et à ce que j'ai dit aussi. Fait qu'on amalgame de tout ça. Fait qu'en espérant qu'ils utilisent ces moyens-là qui se sont dotés justement pour une amélioration de notre situation dans laquelle on va être meilleur. Ce serait très intéressant. On va conclure là-dessus. On a fait un très grand tour et avec un peu d'émotion dans certains sujets sur ce qui s'est passé en 2021. Souhaitant que 2022 soit une amélioration, mais mon pronostic personnel n'est pas très élevé parce que je pense pas qu'on va faire un avancée, mais on s'est donné les moyens, du moins au Québec, de se donner d'avancer dans ce genre de choses-là. Sur ce, très belle année 2022.
Il y a des aspects sombres, mais il y a des petites lumières au bout du tunnel. Puis il y a des aspects un petit peu plus lumineux. Alors, écoutez, profitez de votre confinement le plus possible, avec le sourire, malheureusement. On a une petite période sombre pour le démarrage de l'année. C'est pas la première fois. Faut prendre ça avec un petit grain de sel, là, c'est tout, là, un petit grain de sel puis une petite poche de sucre, là. Puis y a pas de on va passer au travers, puis il y a pas de c'est faire le positif. De toute façon, on a mis tellement de négatifs pour 2021, je pense qu'on a l'occasion de faire du positif, fait que alors que le positif bon 2022. Bon 2022. Puis on se sauve pas, Nico puis moi, vous allez nous réentendre.